Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de IEC Talks où on va avoir l'honneur d'accueillir notre alumni Mabrouk Laïb. Bonjour Mabrouk, comment vas-tu? Ça va très bien. En tout cas, bonjour Dassine, bonjour Hussein. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, j'en profite pour saluer toute la communauté de IEC et tous les auditeurs de IEC Talk. Merci beaucoup. Déjà, merci de venir aujourd'hui, d'avoir pris du temps pour venir nous voir. Je voudrais une brève présentation, un bref aperçu sur ton parcours, etc. Ok, bon, j'ai des cheveux gris, le parcours. Mais je vais essayer d'être le plus bref en essayant de faire quand même ressortir quelques éléments clés. D'abord, je suis né en France, donc ça a eu un impact sur le reste de mon parcours. Jusqu'au collège, rentré avec mes parents. Donc après, j'étais à Descartes, Polytech, génie industriel. Après ça, je m'étais inscrit à Centrale et à Dauphine. À l'époque, c'était ça les grandes destinations. Mais finalement, je suis resté à Alger, justement, puisque je n'avais pas de raison particulière de partir tout de suite. Donc, je me suis inscrit en thèse de magistère à Polytech. La raison principale de mon inscription en thèse, c'était le Carta, toi, tu peux comprendre. C'était la carte, c'était d'abord le sursis militaire. Ceci dit, la recherche m'intéressait, mais la principale motivation, c'était d'abord de gérer faire le service militaire. Exactement, surtout qu'à l'époque, on était en 96, 97, c'était encore un peu chaud, mais bon, c'était même pas ça, c'était surtout, voilà, je ne voyais pas perdre 2 ans avec c'est comme ça qu'on le voyait, en tout cas. Et ensuite, donc, j'ai intégré Sonatrach, la direction générale. Donc, j'étais ingénieur d'études économiques. J'ai travaillé dans le secteur de l'énergie pendant à peu près 14 ans. Donc, j'ai fait mon parcours à Sonatrach. Donc, j'ai gravi les échelons jusqu'au poste de directeur central de la stratégie, de la planification stratégique, pour être plus précis. Et ensuite, j'ai fait un tour au ministère de l'Énergie, parce que ça m'intéressait de comprendre le travail gouvernemental. Et puis surtout, de toute façon, la plupart des grandes décisions venaient du ministre à l'époque. Et donc, je préférais être plus proche du centre de décision, on va dire. Et donc, j'étais directeur de la stratégie de la prospective pendant 2 ans. Et après, bon, j'en avais marre du public, je voulais sortir du secteur public. Donc, j'ai complètement changé. Je suis allé dans le secteur pharmaceutique. C'était un choix de ne plus rester dans le secteur de l'énergie en fait. Vous avez fait le tour, vous avez acquis beaucoup d'expérience, donc vous voulez découvrir. Alors, je ne dirais pas que j'avais fait le tour, parce que c'est un secteur qui m'éclate. Déjà, juste son attrait à Kouhda, c'est des centaines de métiers différents, il y a toute une chaîne, quoi. Mais en plus, moi, j'étais dans le secteur de l'énergie, donc au ministère de l'énergie, j'étais en charge non seulement de la stratégie, de la prospective des hydrocarbures, mais également de l'énergie, donc tout ce qui est sonné, le gaz, etc. L'énergie et les mines, donc il y avait aussi les mines. C'est un secteur qui est immense et en Algérie, donc c'est une très grande partie de l'économie. Donc ce serait très très prétentieux de penser qu'on peut faire le tour. C'est juste que c'est plus comment je me projetais dans le public, je savais que c'était plus ce que je voulais faire. Au passage, entre-temps, j'avais fait un petit peu d'entrepreneuriat. Dans ma carrière, j'ai toujours fait des allers-retours entre l'entrepreneuriat et le salariat, on va dire, donc à bosser pour des grandes structures, enfin plus ou moins grandes d'ailleurs. Et ensuite, donc, grand groupe pharmaceutique algérien, Hydrapharm. J'étais donc directeur exécutif en charge de la performance. Donc en gros, tout ce qui est lié à l'exécution de la stratégie, avec la mise en place des systèmes d'information, tout ce qui est contrôle de gestion, donc pour mesurer la performance et mettre en place les systèmes. Donc, d'ailleurs, le fil rouge de ma carrière, ça a toujours été le lien entre la stratégie, la performance des organisations et tout ce qui est, donc, on va dire, système. Donc, essentiellement des outils digitaux, donc des solutions informatique, mais aussi des systèmes en termes d'organisation. Voilà. Donc, Hydrapharm, 2 ans, l'appel de l'entrepreneuriat, je monte un business avec un pote. On s'est lancé sur un truc un peu fou, on voulait lancer une chaîne de supérettes de proximité en déclarant tout, alors qu'on sait que 90% n'est pas déclaré, mais bon, on avait fait nos comptes, et l'objectif c'était de grandir vite, et si on arrivait à grandir, on pouvait récupérer les points de marge qu'on perdait sur la TVA et la TAP
par rapport à nos concurrents. Belle aventure, très 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 difficile, mais qui s'est arrêtée au bout de 2 ans parce qu'on n'avait plus assez de cash. Et il faut énormément de cash, contrairement au modèle international où on a des BFR négatifs dans la distribution. Fitzael, il faut beaucoup de BFR parce que justement il faut stocker et voilà. Bon, sans entrer trop dans les détails, si ça vous intéresse, on pourra y revenir. Assez rapidement ensuite, je suis revenu j'ai bossé pour une firme d'intégration de systèmes, donc d'intégration de RP et d'outils de pilotage de la performance. Oui. Donc c'était une firme européenne qui venait d'ouvrir son bureau en Algérie, donc je dirigeais ce bureau. Et là, j'ai été approché en travaillant pour cette firme qui était partenaire de SAP, donc SAP est leader mondial des solutions de gestion pour les grandes entreprises notamment. Donc, ayant travaillé avec SAP en tant que partenaire, ils m'ont fait une proposition pour diriger donc SAP sur l'Algérie, déjà monter la structure qui n'existait pas. Donc je rejoins SAP, donc j'ai été le managing director de SAP pendant 5 ans. Et donc pareil, là je reviens à tout ce qui est donc solutions digitales et accompagner les grandes entreprises à se transformer et à améliorer leur performance et à pouvoir exécuter leur stratégie grâce à des solutions. Entre-temps, je monte une start-up avec un ami à moi qui était un ancien étudiant, donc génie industriel, Nassim Ilman, qui avait, lui, après Polytech, fait un peu son parcours à l'international et a décidé de revenir pour entreprendre Fitzael. Donc on monte notre première start-up ensemble dans l'agritech, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Donc lui était full-time dessus à 200%, moi j'étais uniquement, on va dire, fondateur et dans la stratégie, dans l'architecture des solutions, etc. Mais je n'étais pas dans les opérations. Voilà, et puis après, au bout de 5 ans chez SAP, je décide d'arrêter parce que je voulais me consacrer pleinement à l'entrepreneuriat. Ouais. Voilà, là on est en 2020, mi-2020, et donc depuis je suis à fond dedans. Donc cette start-up high-tech, et puis entre-temps on a créé une nouvelle start-up en France, toujours dans l'agritech, qu'on est en train de développer à l'international. C'est la première start-up qu'on a développée en Algérie, elle a un focus essentiellement Fitzael, alors que la seconde qu'on a créée en France, l'objectif c'est de pouvoir rayonner à l'international. C'est plus difficile à partir d'Algérie, donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de monter cette structure France. Voilà en quelques mots. Je n'ai pas parlé de ma carrière de prof, mais on pourra y revenir si vous voulez. De toute façon, on va revenir là-dessus. Voilà. Donc là, je vais faire un petit bond en arrière. Okay. Donc on va parler de votre doctorat. Donc pourquoi avoir on sait qu'en général, un étudiant choisit de faire son doctorat juste après avoir fini ses études. Pourquoi avoir choisi de faire un doctorat après avoir acquis une certaine expérience dans le monde professionnel? La réalité, c'est que je n'ai pas vraiment repris des études de doctorat plus tard. C'est juste que j'ai laissé traîner le truc. Ah oui. Si tu te souviens, je t'avais dit que j'avais démarré mon magistère par rapport à l'histoire du service militaire. Oui. Ouais, c'est ça, merci. Le sursis. Mais entre-temps, je bossais, moi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'industrie, c'était travailler dans l'industrie, et donc ça, c'était mon kiff. Mais la recherche m'a toujours intéressé. Et la chance qu'on a à Fitzael, c'est qu'on peut faire les deux en même temps. C'est très compliqué, ça demande énormément d'efforts parce que c'est beaucoup de boulot des deux côtés, mais c'est faisable. Et donc, je me suis inscrit en doctorat en fait en 2005. J'avançais lentement parce qu'en même temps j'avais des responsabilités à Sonatrach, mais ça me plaisait. Et puis ce qui me plaisait le plus, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout prévu, c'est l'enseignement. Comment je me suis retrouvé dans l'enseignement, ce n'était pas du tout un choix, honnêtement. Pour moi, le dernier truc que je voulais faire, c'était prof. Surtout quand on sort de Polytech, c'est bon. Mais à l'époque, je pense que c'est encore le cas, quand on est en magistère ou en doctorat, on est obligé de donner quelques heures de cours. Vous êtes obligé de donner quelques heures de cours, c'est même le programme de ta doctorat, normalement. C'est obligatoire. En tout cas, c'est obligatoire. C'est pas un choix. Non, c'est pas un choix. C'est pas un choix. D'accord. Mais le truc, c'est que
quand j'ai commencé à donner des cours, j'avais démarré à Sonatrach. À Sonatrach, j'étais le seul, enfin, en tout cas, là où je bossais, j'étais jeune et il y avait beaucoup de gars beaucoup plus anciens que moi, beaucoup plus expérimentés, mais en tout cas, Mascobar avec derrière. Et le fait d'enseigner, ça me permettait de revenir à Polytech, de voir les étudiants. Donc c'était vraiment cool, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis j'ai beaucoup aimé en fait l'enseignement, j'ai découvert que c'est un truc que j'aimais beaucoup faire. Donc l'un dans l'autre, voilà, j'ai essayé de gérer les deux en même temps. Et la recherche en particulier, j'ai fait en fait déjà mon magistère, à l'époque, la thèse de magistère était aussi lourde presque qu'un doctorat actuel. Hein. C'était minimum 5 ans, voire beaucoup plus. Il y en a qui l'ont fait en 10-15 ans. Hein. Ouais, tu avais une première année théorique, puis après, ils disaient, à Polytech, ils étaient exigeants à Polytech. Peut-être pas partout ailleurs, mais en tout cas à Polytech, il fallait avoir une publication dans une revue indexée, il fallait faire des communications, donc ça demandait énormément de temps. Il fallait faire parler de vous, il fallait que vous soyez un minimum reconnu grâce à vos publications pour vous accorder... c'est pour valider tes travaux en fait. Donc voilà, ça demandait beaucoup de boulot. En fait, tu as monté une start-up, tu as été chez Sonatrach, tu as été entrepreneur. Comment la vision en tant qu'entrepreneur, après tu as enseigné à Polytech, comment la vision de l'entrepreneuriat a impacté la façon et l'approche académique pour les étudiants, etc. Alors, ça a clairement eu un impact. Déjà, en tant qu'ingénieur, cadre, manager dans l'industrie, ça a beaucoup influencé ma manière d'enseigner. Et surtout que j'enseignais à des élèves du génie industriel, moi-même issu du génie industriel, donc il y avait cette proximité, je me mettais beaucoup à leur place. Et donc je me disais, mais qu'est-ce que moi, si j'étais étudiant, j'aimerais savoir et apprendre. Donc j'essayais au maximum de faire le lien déjà entre la théorie, ou en tout cas les techniques que j'enseignais, et la réalité industrielle. Donc pendant très longtemps en fait, j'ai enseigné le cours de statistique et fiabilité et j'introduisais déjà, je demandais à chaque fois aux étudiants de faire des exposés parce qu'en fait je m'étais aperçu à quel point on n'était pas du tout préparé en termes de communication quand on arrive en entreprise et qu'on on avance beaucoup moins vite que d'autres, ou en tout cas on n'avance pas à la vitesse à laquelle on devrait avancer comparé aux autres. Donc j'ai beaucoup insisté d'ailleurs auprès du département pour qu'on ait un module de communication. Ils ont fini par le mettre en place et on est bête, puisque c'est moi qui ensuite ai pris en charge ce cours pendant quelques années. Et pareil, c'est-à-dire que ce que j'enseignais, toujours quand je préparais mon cours, il y a la partie théorique, les fondamentaux, parce qu'après on parle aussi à des ingénieurs, donc il faut aussi apporter des outils, de la méthodologie, une certaine technicité, mais beaucoup de partage d'expériences dans l'industrie, dans l'entreprise, dans les organisations. D'accord. Voilà. Parce que, en fait, même à titre personnel, on a remarqué, tu as dit tout à l'heure, vous encouragez les étudiants pour faire des recherches, pour faire des exposés, etc. Même genre, on a remarqué qu'on apprenait plus et plus facilement en faisant un exposé, en faisant des recherches, en présentant à Hado que juste suivant un simple cours, apprendre ou appliquer quelques formules. D'accord. Ou donc si je voulais me tourner vers une carrière académique, tu pourrais me donner quoi comme conseil? Académique, genre tu voudrais être enseignante? Oui. Vraiment? Non. Écoute, si tu veux faire une carrière académique, donc a priori tu vas faire de l'enseignement et de la recherche, d'abord il faut que ça te plaise, parce que c'est un métier. Moi, ce qui me plaisait le plus dans la recherche, c'est l'image que je m'en faisais. Parce que j'adore découvrir, j'adore apprendre et j'imaginais le chercheur comme quelqu'un qui va faire des découvertes, un petit peu le savant fou avec derrière. Et la réalité est très différente. C'est un job après, c'est 9 to 5 au final. Il y a beaucoup de choses qui sont pas très agréables au final, surtout quand tu fais de la recherche bibliographique, quand tu dois rédiger des articles, blabla. Je crois ce matin, mais c'est comme ça, c'est un boulot à la fin, c'est un boulot.
c'est pas que du plaisir. Mais ça reste un boulot qui est super intéressant pour quelqu'un qui en a la vocation. Ouais. Donc, le premier conseil, c'est déjà de s'assurer que c'est vraiment ce que tu as envie de faire. veut. Et ensuite, clairement, c'est de faire un parcours doctoral, quoi. Il faut que tu aies un doctorat pour pouvoir progresser et puis après faire une habilitation à la recherche, etc. Ça, c'est indispensable. Anazanik, j'ai une question qui est un peu similaire à celle de Dachine. En fait, on ne va pas se mentir, en 2024, la majorité des personnes veulent devenir entrepreneurs, veulent lancer leur propre start-up, etc. Haka, pour quelqu'un qui plus tard envisage ça, ou envisage ça dans sa vie, ou envisage même de devenir entrepreneur, quels conseils donneriez-vous? Quels sont les défis auxquels vous avez fait face, Léom, et comment pallier à ces défis, des qualités ou des skills qu'il faut développer pendant qu'on est jeune? Ok, alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais d'abord, c'est vrai qu'il y a le buzz sur les entreprises, enfin l'entrepreneuriat et les startups surtout. J'ai l'impression que c'est facile et que c'est fun. Et la réalité, elle est différente. D'accord. Une startup, ça reste une entreprise. Et monter une entreprise, c'est très, 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 très difficile. D'accord. Donc, après, si on a cette fibre-là, et c'est vraiment la même chose que pour l'enseignement, si c'est vraiment quelque chose que tu kiffes, et je pourrais dire pour quelle raison, moi j'adore ça et beaucoup d'entrepreneurs ne feraient pas autre chose que ça. Mais si tu n'as pas vraiment cette envie vraiment en toi, c'est pas un boulot comme un autre. C'est pas du tout un boulot comme un autre. C'est plus facile de démarrer et d'échouer entre guillemets quand tu es jeune. Parce qu'à la limite, t'as pas beaucoup de responsabilités, tu n'as pas nécessairement une famille à nourrir, surtout toi-même, tu n'as pas des besoins énormes, tu n'es pas embourgeoisé, donc tu n'as pas des dépenses énormes. Donc à la limite, tu peux galérer, c'est plus facile et c'est peut-être un peu un piège. C'est-à-dire que tu peux te permettre de galérer et puis en fait de ne pas vraiment avancer et puis au final de laisser tomber et de passer à autre chose. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Je ne suis pas sûr. Bon, ça reste une expérience intéressante, mais je ne sais pas si c'est la meilleure manière de démarrer sa carrière si on n'est pas vraiment fait pour être entrepreneur, j'ai envie de dire. Et pour parler des skills, en fait, c'est d'abord un mindset, je pense, qui est super important d'entrepreneur. C'est vraiment un terme qui est très en vogue, c'est la résilience. C'est-à-dire c'est la capacité à résister. Pas baisser les bras. Pas baisser les bras parce que tu vas te casser la gueule plein de fois, tu vas prendre plein de gifles, c'est super dur. Et en termes émotionnels, c'est vraiment les montagnes russes. Donc parfois c'est bon, tu te dis ça y est, je vais devenir Zuckerberg ou Elon Musk. Et puis après, tu fais rien du tout et ton truc ça vaut rien. Et tu te dis mais oui, et c'est tout le temps comme ça. Et c'est tout le temps comme ça pendant longtemps. Ensuite, une start-up. Puisqu'on parle des startups, les gens imaginent que c'est 2-3 ans ou 3-4 ans, après tu fais ton exit et c'est réglé. C'est pas ça. C'est minimum 10, voire 15 ans en réalité, parce que ça reste une entreprise. Tu dois la faire décoller, et tu dois la faire évoluer, survivre, grandir. Et le film, il ne s'arrête pas au bout de 3-4 ans, il s'arrête au bout de 10-15 ans. C'est ça le temps qu'il faut pour développer une startup. Et là, je suis en train de parler dans des environnements favorables. Type Occident ou là, que je connais ou là même probablement asiatique, etc. Où les choses sont, où on a un environnement des affaires et on a des structures, on a un marché, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir se développer de la meilleure manière possible. Fitzgerald, c'est encore plus dur, c'est-à-dire déjà faire une entreprise classique, Fitzgerald, c'est difficile par rapport à l'environnement des affaires qui est connu, qui est difficile. En plus, quand tu es une start-up, c'est double peine. Voilà. Mais par contre, il y a toujours, on va dire, l'argument phare des entrepreneurs en Algérie, c'est que le marché est plus vierge, il n'est pas saturé comparé à d'autres marchés comme en Occident, en Asie. C'est vrai. Et c'est à double tranchant. Parce que c'est beaucoup plus dur de créer un business qui n'existe pas. Et là, je parle de marché. Créer un marché qui n'existe pas, c'est beaucoup plus dur
que de venir se greffer sur un marché qui existe et de le développer, de se différencier, etc. De se démarquer, C'est on va comme, dire. comme si vous êtes en train de créer des solutions à des personnes, en Algérie. Le marché, vu qu'il n'existe pas, tu es en train de créer des solutions pour des besoins. Les gens ne sont pas spécialement conscients, ils en ont besoin. Il y a beaucoup de ça, souvent, quand tu es dans la start-up, parce que tu es dans l'innovation. Donc forcément, tu vas aller apporter quelque chose de nouveau, que ce soit dans la manière de consommer un produit, un service, ou... enfin, il y a mille et une manières d'imaginer ça. Maintenant, il faut faire attention à ne pas proposer une solution qui n'intéresse personne. Ouais. Mais il reste que c'est vrai, parfois, tu as des clients qui ne sont pas conscients de leurs besoins ou ils ne l'expriment pas. Et là, c'est beaucoup plus difficile, même quand tu es une entreprise établie. Je peux parler de mon expérience chez SAP, ou donc très grande entreprise, plus de 50 ans, enfin, très innovante aussi. Mais en face, on a des clients qui sont des grandes structures, qui peuvent être très très bien organisées, mais qui ne sont pas toujours conscients de leurs besoins ou de leurs problèmes. Là, c'est toujours plus difficile de réussir à vendre ta solution. Si en plus tu es une start-up, tu as la crédibilité en moins, tu as la légitimité en moins, donc c'est encore beaucoup plus difficile. Et la difficulté, la vraie difficulté, quand tu es entrepreneur, et en particulier quand tu es à la tête d'une start-up, c'est de savoir si il y a un vrai besoin, c'est juste que le client n'arrive pas à bien l'exprimer ou n'est pas assez conscient et donc il va falloir l'aider, faire de l'éducation en fait, ou c'est-à-dire que ta solution en réalité n'a pas de marché. Et ça, c'est très difficile parce que tu ne sais pas à quel moment il faut t'arrêter. Ouais. Si tu t'arrêtes trop tôt, peut-être tu n'as pas été assez persévérant, on parlait de résilience tout à l'heure. Et si tu t'entêtes trop, peut-être que tu es en train de perdre du temps, de l'argent. Exactement. J'allais te poser la question, ça peut prendre, si même pas 3-4 ans, c'est sur 10-15 ans. Mais à un moment donné, comment connaître le point culminant où il faut se dire, c'est bon, il faut arrêter. Et c'est pas une question de persévérance, ou là, peut-être si je travaille plus, j'aurai plus. Ouais. Alors effectivement, très, très bon point. Et ça, c'est lié aux différentes phases d'une start-up. Hein. On ne va pas être dans la même situation. Typiquement, tu commences avec la phase d'idéation. Donc, tu as une idée, tu dis voilà, je vais faire tel produit ou tel service ou telle application, je ne sais pas quoi. Donc là, tu es juste en train d'avoir une idée, tu essaies de faire un mock-up ou là, un prototype. Et après, tu vas aller rencontrer des utilisateurs ou des clients et tu vas leur proposer. D'accord ? Donc, tu es à la phase de prototypage. Et après, on va parler de ce qu'on appelle le MVP, donc on va dire le Minimum Viable Product, donc la solution minimum qu'un client serait prêt à payer. Ouais. Et ton MVP, tu dois le tester auprès d'utilisateurs, auprès de clients, et il faut qu'ils le valident. S'ils ne le valident pas, ça veut dire… C'est à ce moment-là, en fait, que tu te poses la question. Est-ce que je suis en train de proposer quelque chose qui est inutile, enfin il n'y a pas de marché pour ce produit, ou alors est-ce que j'ai pas encore trouvé exactement comment le présenter ou comment le construire et il faut que je continue, que je m'acharne. C'est vraiment cette phase-là. Après, une fois que tu commences à voir, donc tu es en phase de traction où tu commences à avoir tes premiers clients, premiers utilisateurs, tu as d'autres problématiques, mais tu sais que ton produit, il a un sens, il a un marché. Ouais. Après, ça va être comment le faire croître. Et là, après, c'est des problématiques de commercialisation, de marketing, blablabla. Tu vois ? Donc là, spécifiquement, c'est quand tu es en phase de MVP et que tu essaies d'avoir des premiers clients. D'accord. Mais du coup, depuis tout à l'heure, en fait, être entrepreneur, c'est difficile. Le marché, on va dire, en Algérie, il est vierge, mais c'est une lame à double tranchant. Depuis tout à l'heure, je vous c'est extrêmement difficile l'entrepreneuriat. C'est vrai que avoir son entreprise, son propre patron, voilà, financièrement, on va dire à l'aise si on réussit, mais voilà, on est le côté négatif quand même. C'est pour ça que je disais à Dacine tout à l'heure, plutôt comme on parlait du souhait d'être enseignant-chercheur. Être entrepreneur aussi, c'est pareil, il faut être sûr de vouloir, parce qu'il faut tenir sur le long terme. Tu parlais de l'aspect, on va dire, financier. Non, tu galères pendant très très longtemps en réalité. Hein. Tu n'es pas bien payé. C'est au bout de vraiment…
théoriquement, c'est à l'exit, hein, donc peut-être au bout de 10 ans, que tu vas commencer à gagner de l'argent. Ouais. Peut-être un peu avant, si tu as vraiment fait une super belle start-up et que tu es dans un marché qui va te permettre de donner un peu faire du cash out, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, effectivement, c'est super dur, tu gagnes très mal ta vie et ça prend beaucoup de temps. Mais c'est un kiff absolu si tu aimes ça, parce que si ce que tu aimes, c'est développer quelque chose, c'est d'être autonome, de construire surtout. En fait, c'est ça, c'est si tu aimes développer, tu aimes construire, bah, tu es dans ton élément. T'es dans ton élément. Tu gères ta vie comme tu l'entends, tu prends des risques que tu assumes. Alors que quand tu es en entreprise, moi j'ai fait les deux, tu vois, j'ai fait les deux. Et jamais je pourrais revenir en entreprise. Enfin, si je reviens, c'est que c'est pas ce que j'ai voulu faire, quoi. Ce serait une contrainte plus qu'autre chose. Clairement, donc si un jour vous voyez que je reviens dans une grande boîte, sachez qu'a priori, c'est pas pour le kiff. C'est parce que non, vous le souhaitez pas. Voilà. Je te remercie. Je te remercie. Mais quand tu es, entrepreneur, c'est beaucoup d'adrénaline. Tu te fais plaisir aussi. Tu te fais plaisir. C'est aussi de t'affirmer et de te construire. Voilà. En tout cas, moi, j'ai toujours aimé développer, j'ai toujours aimé apprendre. Et ça, c'est très compliqué dans le monde de l'entreprise. Et un truc qui me gavait, puis c'est pour cette raison, principalement d'ailleurs, que j'avais quitté le secteur public, c'est que tu dois faire beaucoup de politique, mais politique dans le sens politique politicienne, c'est-à-dire faire travailler, jauger les rapports de force entre les gens, faire attention à ce que tu dis, cette collage, tu dois aller dans le sens on va dire, tu es obligé d'aller dans un certain sens alors que toi, ça ne te convient pas du tout, tu n'es pas d'accord, tout ce que tu veux. Et ça, c'est vrai, pas que dans le secteur public, et ça, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte du tout. C'est vrai dans toutes les grandes organisations. Après, j'ai travaillé dans des grandes organisations internationales, et puis j'ai aussi travaillé avec des grandes organisations internationales, que ce soit en consultant ou en partenariat, etc. etc. Et en réalité, dans toutes les grandes entreprises, c'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est le truc qui moi, me gave. D'accord, tu ne te bases pas sur les performances, là, sur le profit final ou là. راك obligé تقول هذا هكا هذا هكا. Non, c'est clair. C'est une charge en plus. C'est clair. C'est-à-dire que si tu veux réussir un parcours, c'est ce que je disais d'ailleurs souvent dans mon cours de communication aux étudiants. C'est-à-dire, bon, je parle beaucoup d'images et de réseaux, mais c'est essentiellement ça qui va te permettre de faire un beau parcours dans une grande entreprise. C'est d'être capable de construire une image et construire un réseau qui est solide, qui va te permettre de gravir les échelons. Et ça n'est pas du tout lié à ta quantité de travail ou à la qualité de ton travail. C'est très secondaire, ça. C'est important dans certains cas et pour certaines personnes, ça a été un levier, mais pour beaucoup, c'est pas ce qui leur a permis de grimper, de devenir vice-président ou je sais pas quoi, ou PDG. C'est juste qu'ils ont su travailler leur image et leur réseau et ça fait partie du job. Hein, je veux dire, je suis pas en train de critiquer, hein, c'est comme ça. Il faut aimer ça, il faut vouloir le faire. Il faut être prêt à le faire, c'est tout. Donc on a beaucoup parlé de monde académique, de monde de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il existe des synergies entre ces deux mondes-là? Et surtout, comment les exploiter? Ouais. Alors, moi, comme j'avais un pied dans les deux, j'ai d'ailleurs toujours plus ou moins un pied dans les deux, c'est clair que j'ai exploité les synergies. Déjà, rien que de pouvoir accéder à un vivier de jeunes talents qui est Mantoma, c'est déjà énorme pour l'entrepreneuriat. Parce qu'une des grandes difficultés quand tu es chef d'entreprise ou quand tu es manager dans une grande entreprise aussi, c'est de pouvoir recruter les bonnes personnes. Ça, c'est la plus grande difficulté, c'est l'enjeu numéro 1. Parce qu'on ne réussit pas seul, on ne réussit jamais seul, on réussit avec son équipe. Son esprit d'équipe. Et donc, il faut trouver des gens qui ont et les bonnes qualités techniques et le bon mindset, donc les soft skills, etc. etc. Et ça, c'est très difficile. Avoir un pied dans les deux, c'est super utile. Moi, en tout cas, ça a été super utile pour moi toute ma carrière durant. Ensuite, ce qui est intéressant dans le monde académique, c'est que tu vois des choses que tu ne vois pas nécessairement dans l'industrie, parce que tu te poses des questions ou tu peux te permettre de poser des questions ou y réfléchir
bien en amont de la réalité, on va dire, industrielle. Donc, ça t'ouvre l'esprit et ça te permet d'échanger et encore une fois, découvrir des choses qui peuvent te permettre d'accélérer dans ton secteur industriel ou dans ton entreprise. D'accord. Voilà. Et donc, pour parler un peu d'avenir, donc comment est-ce que tu vois l'évolution de ces deux mondes-là? Ben, je pense que côté entrepreneuriat, je pense que les choses vont pas... En fait, ce qui va impacter les deux, c'est ce que vous voyez clairement, c'est la technologie. Donc, évidemment, l'intelligence artificielle, mais pas que, parce que tout ce qui est déjà aujourd'hui techniques qui sont un peu diffusées, comme le cloud, etc., ont commencé à impacter le secteur académique et sont en train de le transformer petit à petit. Les derniers cours que je donnais à Polytech, pratiquement, je faisais presque plus de cours, on va dire, magistral, où je présentais des choses théoriques, etc. Je préférais demander aux étudiants, enfin, je leur donnais des vidéos à visualiser, le cours de Stanford, du MIT ou de je ne sais pas quoi, ou des vidéos d'experts ou de spécialistes qui présenteraient le sujet mieux que moi. Et durant le cours, on va en discuter, on va en débattre, et là, je vais apporter peut-être un peu de méthode, un peu d'analyse critique, et puis surtout aussi une expérience, un vécu, pour pouvoir contextualiser et rendre les choses plus concrètes. Et je pense que ça va impacter de plus en plus le monde académique, parce que quand tu as des professeurs hyper pédagogiques et hyper pointus, qui sont à ta disposition sur YouTube ou là sur n'importe quel MOOC, Coursera ou là ce que vous voulez. Le prof, Hadaya, je pense qu'il a mieux à faire. Il a mieux à faire que de livrer un cours magistral. Donc ça va beaucoup changer. Même, donc au lieu de juste présenter le cours et de faire découvrir le cours à des étudiants, ils seront prêts au préalable et durant le cours, au lieu de découvrir, ça va juste être un débat, vous allez apporter un plus, etc. Ben, en tout cas, moi, je pense, si j'étais étudiant, c'est ce qui m'intéresserait le plus. Parce que je n'étais pas prof déjà, bon, il y en a, ils ne sont pas tous des super... On est très d'accord avec vous. Non, j'ai rien dit. Je ne parle pas des profs de Indus, gaffe. Non, mais je veux dire, voilà, c'est clair que je sais que j'ai des ressources énormes à disposition, d'hyper bonne qualité. Bah, je préfère aller puiser là-dedans qu'avoir un truc qui soit moins bien. Et par contre, ce qui m'intéresserait le plus, c'est vraiment faire le lien entre mon expérience en tant qu'étudiant actuel et comment je me projette et comment je vais utiliser ça. Et donc là, ça m'intéresse d'avoir un prof, une personne humaine avec qui j'échange, et puis aussi mes camarades de classe et tout. Là, ça devient beaucoup plus intéressant pour moi. Donc je pense que les profs, ils vont intégrer, ou ils ont déjà commencé à intégrer ça. Non, oui, c'est une réalité. Maintenant, on apprend beaucoup plus quand on voit que la personne qui est en face de nous ne nous livre pas simplement un cours, ou qu'elle nous donne beaucoup plus d'informations, qu'elle partage avec nous une expérience qu'elle a, qui est tout. Après ton parcours, qui est passé par plusieurs étapes, est-ce que tu as la même vision du succès qu'à tes débuts, ou là maintenant tu vois le succès d'une autre façon? Ouais, c'est une question super intéressante. Clairement, ma vision du succès, elle a évolué, forcément. En début de carrière, c'est assez basique. En gros, tu te dis, surtout moi à l'époque quand j'ai démarré ma carrière, ce qui m'intéressait, c'était d'être au sommet de la hiérarchie d'une grande organisation. En plus, j'étais dans le public. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la collectivité. Un truc dont je n'ai pas parlé, mais j'ai toujours été très actif dans la société civile, donc que ce soit à Polytech ou avec l'association des anciens ou dans d'autres organisations comme l'ABNI, etc. Donc j'ai toujours été impliqué dans la société civile et donc le collectif. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Regardez comme ça à IEC pour ce que vous faites. C'est super important. Je veux dire, si on ne fait rien individuellement, il faut travailler collectivement.
Et donc, moi, à cette époque-là, le succès ou la réussite, c'était donc voilà, d'arriver à diriger une très grande organisation type Sonatrach ou être ministre de l'énergie ou un truc comme ça et pouvoir, par là, c'est pas juste pour arriver à un poste, c'est surtout pour pouvoir influencer et construire, améliorer les choses pour la collectivité. Donc ça, c'était ça mon grand objectif et c'était ça qui était pour moi le synonyme du succès, de la réussite. Avec le temps, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus compliqué, qu'il fallait beaucoup composer et que même si tu étais au sommet d'une certaine hiérarchie, tu n'avais pas tellement de marge de manœuvre que ça. C'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est plus mon truc. Et j'ai changé effectivement avec le temps ma manière de mesurer ce qu'est la réussite, ce qu'est le succès. J'ai compris assez jeune que l'animal social qui est l'humain a besoin de validation, a besoin en fait, au final, que les autres lui considèrent qu'il a réussi et que ça influence tout le monde. C'est-à-dire que non, moi je m'en fous de ce que les autres pensent. Bon, à part peut-être si t'es Nietzsche ou là, très exceptionnel, mais voilà, c'est clair qu'on a besoin de. Le regard des autres est important souvent dans ce qu'on mesure, qu'on considère être la réussite. Et en prenant ça en considération, je me suis dit, mais bon, moi, les autres, en fait, ils s'en foutent de toi. Donc, c'est une réalité. Il faut juste s'en rendre compte. Bien sûr, tu as des amis, tu as des proches, tu as de la famille, etc. Mais chacun a sa propre vie. Et ses priorités. Exactement. Et puis, quelque part, c'est-à-dire que tu ne vas pas construire que pour les autres. Et c'est ce qu'on fait souvent sans s'en rendre compte. Beaucoup de gens le font de manière automatique sans se rendre compte. Donc j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Donc ça, c'est avec l'âge, avec la maturité. Et au final, la réussite, c'est comme le bonheur. Je veux dire, c'est pas un endroit où tu arrives. C'est une continuité. C'est une continuité, c'est un process, c'est un parcours. Et pour moi, c'est vraiment là où j'essaie d'être aujourd'hui. C'est de me dire, est-ce que ce que je suis en train de faire me plaît? Est-ce que ce que me promet mon avenir me plaît? Est-ce que je suis serein? Est-ce que je suis en train d'apprendre? Moi, c'est encore une fois, c'est un de mes principaux moteurs. Est-ce que je suis en train de construire? Tant que j'ai ça, pour moi, c'est de la réussite. Donc, c'est ça, c'est plus un objectif ultime. C'est au contraire quelque chose qu'il faut construire, alimenter en permanence. Après, en particulier, maintenant, moi je suis, comme on en a discuté tout à l'heure, donc cofondateur de deux startups. La réussite pour une startup, ça se mesure sur deux choses, en tout cas dans notre business à nous. De manière universelle, ça se mesure à la valorisation. Donc, combien vaut ta startup? Donc, ça, c'est un objectif que tu es obligé d'atteindre si tu es sérieux en tant que cofondateur et en particulier en tant que CEO. Donc ça, c'est un travail permanent, quotidien et sur lequel on s'implique à fond. Mais après, c'est aussi quel impact tu as. C'est encore une fois ce qui m'intéresse le plus, c'est quel impact j'ai sur la collectivité. Nous, on s'intéresse aux agriculteurs et au monde agricole. Quel impact on a sur les agriculteurs, sur les consommateurs aussi, donc de manière plus générale, la société, c'est un sujet. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est, avec Nassim, mon associé, et Nadir, mon troisième associé sur la start-up Hanaf Dzer, on est allé sur l'agritech. C'est pour pouvoir avoir un impact positif sur les agriculteurs, mais aussi sur la société, sur l'environnement. Et si tu arrives à faire ça, pour moi, ça, c'est de la réussite. Voilà. D'accord. Donc maintenant, si tu pouvais, ou là, si tu avais l'occasion de modifier quelque chose, ton parcours, qu'il soit académique ou encore professionnel, on va dire, ce serait quoi? Alors, honnêtement, académique, je ne changerais rien du tout. Mes plus belles années, je passe de très belles années et plus tu prends de l'âge et plus tu apprécies la vie. Ouais. C'est un peu le paradoxe, on ne s'y attend pas, franchement. Moi, à partir de la quarantaine, aujourd'hui j'ai 52 ans, mais à partir de la quarantaine, j'appréciais beaucoup plus la vie que quand j'étais plus jeune, parce qu'on se pose beaucoup de questions, choix de
C'est clair. Mais une des plus belles périodes de ma vie, ça a été Polytech. Donc ça, je ne regrette pas du tout. Si on me dit tu veux refaire, je refais tout de suite. Même la prépa. Même la prépa qui était horrible, qui était atroce. Donc c'était le front commun à Polytech. On prend quand même. Mais on prend quand même parce qu'on on s'éclatait aussi, on s'est beaucoup amusé. Et puis j'ai connu des amis que j'ai gardés jusqu'à aujourd'hui. Et non, je ne changerai pas ça. Professionnellement, peut-être, il y a des choses que je ne ferais pas. Ou peut-être que j'aurais fait, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Je me dis j'aurais dû me consacrer tout de suite à l'entrepreneuriat et pas faire du tout de carrière dans des grandes organisations comme je l'ai fait. Parce que je n'avais pas la même compréhension. Je pensais que j'avais une vision très idéaliste de la réalité. Ah oui. Voilà. Et donc je préfère, au final c'est plus facile entre guillemets d'avoir de l'impact sur la collectivité en étant entrepreneur qu'en étant PDG d'un grand groupe public ou ministre ou je ne sais pas quoi. Donc, on est plus libre. On est plus libre, exactement, et on a une vraie capacité de décision, capacité de transformation, donc très concrète, et tu es beaucoup plus à l'aise. Bon, on a dit tout à l'heure, tu souffres énormément, mais au final, si tu réussis, c'est un autre monde. Tu es à l'aise plus tard. Exactement. Tu seras plus heureux. Tu apprécieras plus les années de la vie. C'est ça. En fait, tu as lancé une start-up en Algérie et une en France. Ma question, ce serait pourquoi l'Algérie et surtout, les points bien sûr positifs et négatifs, et surtout pourquoi la France ou à l'étranger, ou à l'étranger, hors Algérie. Ouais. Bon, pourquoi l'Algérie? Parce que je suis algérien. Pourquoi la France? Parce que je suis français. Voilà, tout simplement, et un bye-bye. Voilà. Fin de tournage. Non, alors, c'est deux mondes à la fois très différents et à la fois très similaires quand on parle de l'Algérie et de la France. Donc on a à la fois des cultures qui sont très proches et à la fois des différences majeures en termes d'organisation, en termes de rigueur, avec problème par la rigueur. Mais après, voilà, tu as plus de liberté. Comme tu disais tout à l'heure, tu as beaucoup moins de compétition, mais encore une fois, c'est pas toujours mieux, exactement. Parce que tu es dans un monde où tu as des marchés qui sont complètement déstructurés, en amont, en aval, c'est-à-dire tes fournisseurs, c'est pas structuré, tes clients, c'est pas structuré, tu as beaucoup de pression bureaucratique, etc. Tu as peu d'aide au final. C'est-à-dire, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Beaucoup de choses ont été faites pour les startups et, de manière générale, pour les entreprises depuis quelques années, mais ça reste encore très, 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 très loin de ce qu'il faudrait pour qu'une entreprise ou une start-up se développe dans de bonnes conditions. Donc ça reste très difficile. Mais voilà, tu es chez toi, tu connais la culture, tu as ton réseau, tu peux t'en sortir très bien, Fidzaïel, avec toutes les difficultés qu'il y a. Maintenant, si tu veux, mais ça c'est mon avis et c'est en tout cas mon expérience aussi, si tu veux aller à l'international, ça va dépendre du type de business que tu as, du type de solution, du type de marché. Ça reste difficile à partir de l'Algérie, notamment à cause des problématiques de contrôle d'échange et de système bancaire et système financier qui restent très en retard par rapport à ce qui se passe. Je ne suis même pas en France, il se passe en Afrique. Il se passe en Afrique. Bon, on n'est pas loin de peut-être ce qui se passe en Tunisie ou là, mais si on regarde ce qui se passe dans beaucoup de pays africains, on est en retard sur le système bancaire et les systèmes de paiement. Et ce qui, pour la plupart des startups technologiques, est un vrai frein. Et puis l'autre grand frein, c'est quand on parle de startup, on parle de levée de fonds, on parle de financement. Ouais. C'est très très limité en Algérie, donc il y a l'ASF, les AUNO dans la mesure de ce qu'ils peuvent, ça reste un fonds public, donc il y a une certaine, on va dire, bureaucratie, en tout cas des règles qu'ils doivent appliquer, qui font que c'est pas compatible avec une start-up qui doit croître rapidement, mais ça reste une solution pour ceux qui n'ont pas d'autres options, sachant que les autres options, il y en a très peu. Je veux dire, il n'y a pas de fonds d'investissement qui financent des start-up, d'ailleurs.
de manière sérieuse. Il y a très peu de business angels, des clubs de business angels. Moi, je fais partie d'un club de business angels qui s'appelle Casbah Business Angels. Donc, on fait des choses, mais ça reste très, très limité par rapport aux besoins. C'est hyper limité par rapport aux besoins. Donc, la problématique du financement va être très importante pour les startups. Alors que si tu vas à l'étranger, tu as beaucoup plus de facilité, d'options. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir. Il y en a qui réussissent. Donc, ils démontrent que c'est possible. Mais ça reste 100 fois plus difficile que quand tu vas dans un pays qui est plus structuré. Voilà. Et après, tu auras de difficultés. La difficulté, c'est le marché. Le marché, c'est ça. Je veux dire, c'est le business. Donc, il faut l'accepter. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à toi, Mabrouk. Merci, Nassine. Est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose pour finir? Pour finir, d'abord, je vous remercie à nouveau. Je vous dis bravo pour votre initiative déjà de IEC, donc de manière générale, et en particulier donc IEC Talk. C'est super intéressant. J'encouragerai jamais assez que ce soit les élèves de génie industriel, mais de manière générale, tous ceux qui sont vos auditeurs, de travailler de manière collective, de s'organiser en structure, en association, en club, c'est super important. Et encore une fois, le réseau, c'est ce qui permet, c'est-à-dire personne ne se construit seul, on a toujours besoin des autres. Donc c'est super important ce que vous faites, donc franchement je vous félicite et je vous remercie. Merci à toi. Merci à toi. Et donc pour la fin, c'était IEC Talks et rendez-vous au prochain épisode.